Aujourd'hui est la deuxième fois en l'espace de 3 mois qu'on nous a confié la lourde tâche de parcourir et de résumer le curriculum vitae du professeur Mary Teuw Niane. C'est un plaisir. C'est une lourde mission, parce que comme nous l'avions dit la fois dernière, pour y arriver, il faut 2 fois résumer, sinon prendre 2 heures de temps. Parce que le document que nous avons, c'est plus d'une 30aine de pages. Donc, résumer encore. Le professeur Mary Teuw Niane est né le 15 juillet 1954 à Dakar Bango, à Saint-Louis du Sénégal. Avant d'aller très loin, il a eu plusieurs distinctions. Officier dans l'Ordre national du Lion de la République du Sénégal, chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française, président du jury du Grand Prix du Président de la République pour les sciences, chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal, chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques du Sénégal. Où a-t-il fait ses études? Le professeur Mary Teuw Niane a fait ses études primaires à l'école primaire mixte de Dakar Bango, à Saint-Louis, entre 1963 et 1968. Il fit ses études secondaires au CEG Cazeille de Saint-Louis entre 1968 et 1972, où il obtint son diplôme de BEPC. Et c'est là qu'il entre au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis pour obtenir le baccalauréat série C, mention bien. Mais sur cette page de son histoire, en 2014, l'université Alioune Diop de Bambey, à travers le magazine du CDP, avait envoyé au ministère une équipe de reporters. Et voilà ce que le professeur Mary Teuw Niane dit lui-même de cette page de son histoire. Je le cite. « J'avais réussi au concours d'entrée à l'école normale en classe de 3e et qu'on m'avait envoyé à l'école normale des jeunes filles. » C'était juste pour parler de son nom, de son prénom. Évidemment, le temps de changer, c'était le moment de la construction de l'école régionale de Saint-Louis. Et fin octobre, j'étais allé voir où en étaient les travaux et en passant devant le CM Abbé Boila, qui était l'ancien CEG Cassé, mon directeur, M. Daouda Keita, est sorti et m'a dit: où est-ce que vous allez? Vous voulez devenir instituteur?
Ayez d'abord votre baccalauréat. Il m'a mis dans son ami 8 et nous sommes allés au lycée Charles de Gaulle et le proviseur m'a dit que vous allez en seconde C1, C2, C3, C5 et c'est là où il obtint son baccalauréat, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Fin de citation. Après ses études secondaires, entre 1975 et 1981, successivement, il fait les classes préparatoires aux grandes écoles françaises. Mathématiques supérieures au lycée Poitiers à Orléans, mathématiques spéciales au lycée Descartes à Tours, admission à l'école centrale de Lyon, École nationale supérieure des ingénieurs, École nationale supérieure électronique et électrotechnique et informatique et hydraulique de Toulouse, Université Paul Sabatier de Toulouse, en licence de maths pure entre 78 et 79, maîtrise de mathématiques pures, option analyse approfondie, DEA de mathématiques appliquées, option analyse numérique, mémoire de DEA encadré par le professeur Mira de l'INSA de Toulouse. Il a aussi fait ses études doctorales et il obtient le doctorat de 3e cycle en 1984, doctorat unique en 1990, doctorat d'état en sciences mathématiques, qui est un doctorat qui est soutenu à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sous la direction du professeur Pierre Grisevard, avec la mention très honorable et félicitations écrites du jury. Tour à tour, le professeur Mary Teuw Niane a occupé plusieurs fonctions. Mais avant ces fonctions pédagogiques ou ces activités pédagogiques, pour les aborder, nous avons, en préparant d'ailleurs cette présentation, tendu notre oreille à un de ses anciens étudiants. Et il nous dit ceci: quand notre professeur venait en classe, il n'avait que l'horloge, la montre et l'écritoire. Donc pas de papier. Et il ajoute ceci: quelquefois, sur les équations, il commençait une équation sur 3 à 4 lignes sans regarder le papier. À la limite, c'est un génie et un modèle pour toute la jeunesse. Votre accueil et de tout ce que vous faites. Merci aux collègues enseignants-chercheurs, au personnel administratif, technique et de service. Merci à M. Mamoudou Sarr pour cette lecture généreuse de mon parcours. Mesdames, Messieurs, je ne vous dirai pas que c'est pour moi un grand plaisir de revenir à Bambey, parce que vous savez, c'est le cas. Mais peut-être est-il important de le dire. Je retrouve des visages familiers, amis et amicaux, qui font preuve à mon égard d'une grande affection et me le font savoir. Ils sont nombreux. Je ne me hasarderai pas à les citer, je risque d'en oublier. Je ferai toutefois une exception à cette règle en remerciant le recteur, professeur Lamine Gueye. C'est aussi une occasion de m'excuser de ne pas avoir pu être des vôtres à l'occasion de la fête de remise des diplômes. Je félicite toute l'université de Bambey pour les performances réalisées et le leadership incontestable de son recteur et de l'équipe qui l'entoure. J'ajoute aussi le leadership de la coordination des délégués d'étudiants de l'UADB avec à sa tête Mme Khady Diallo Sonko. Je vous reviens dans une posture moins politique
plus académique, plus citoyenne, mais avec toujours cette vision assumée en tant que membre d'un gouvernement qui place la jeunesse au centre de ses préoccupations. Que n'a-t-on pas dit au sujet de la jeunesse? Aucune discipline scientifique n'a été épargnée par la réflexion centrée sur la jeunesse. Cette jeunesse éternelle, recherchée mais introuvable, constitue un sujet d'investigation pour les chercheurs de toutes les disciplines. Rajeunissement des cellules, de la peau, le sport, les habits et j'en passe. Nous tirons tous une forme d'orgueil à paraître jeune ou plus jeune, physiquement, mentalement, etc. Il y a une forme de mysticisme autour de la jeunesse qui en fait une aspiration forte, un enjeu politique et social, une préoccupation quotidienne, l'objet d'une réflexion philosophique. Vous vous rendez compte, alors que notre sujet pose quelques problèmes de délimitation. Nous autres universitaires aimons la précision des concepts, ce qui nous oblige à les utiliser dans leur détermination classique. La jeunesse, donc, ne renvoie pas seulement à l'âge biologique, évolutionnaire ou géologique. Il nous suffit juste de jeter un coup d'œil sur cette assemblée. Nous sommes de plus en plus vieux en restant jeunes. Nous sommes étrangement jeunes. Et nous voulons le rester le plus longtemps, éternellement. Évidemment, le mythe de la jeunesse éternelle. Le temps que l'on met pour devenir adulte se prolonge donc. Mais à quel âge et au-delà de quel âge cesse-t-on d'être considéré comme jeune? La catégorie jeunesse est constituée d'un ensemble homogène remplissant les mêmes critères. Les juristes, il y en a ici, j'ai vu Ecomige, sont à cet égard comme les mathématiciens. Ils ont des postulats autour desquels ils construisent des théories. La règle de droit est, m'a-t-on dit, bipartite. Condition, effet. Les juristes considèrent que si on a 18 ans révolus, c'est ça la condition, on est majeur et c'est ça l'effet, dit-on. Mais être majeur ne signifie pas ne pas être jeune. La plupart des majeurs sont jeunes. Et les jeunes ne sont pas tous majeurs. Et cette majorité civile, quoiqu'importante, ne correspond pas à grand-chose dans notre culture. Les fils et filles restent des enfants à l'égard des parents. Culturellement, ils sont traités en jeunes, quel que soit leur âge. Sociologiquement, ils se comportent comme tels. La religion ne les en dissuade pas, pour ne pas dire qu'elle les encourage ainsi à ainsi se comporter. Mais tout ceci ne nous renseigne pas sur ce qu'est un jeune et qu'est-ce alors la jeunesse. Je vous renverrai à Samuel Ullmann, poète allemand 1840-1924, sous le contrôle du chef de département allemand de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'exprime ainsi, je cite: « La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage et de la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. » Fin de citation. Finalement, la jeunesse est un état d'esprit, un état tout court, mais un état tellement important, tellement fondamental, tellement déterminant du comportement humain qu'il constitue une partie
de toutes les organisations idéologiques et religions, l'islam, le christianisme, les partis politiques, les mouvements associatifs, etc., font des jeunes et de la jeunesse un levier essentiel de développement, de dissémination et de transmission de valeurs. Au niveau national, un Conseil national de la jeunesse a été mis en place. De façon arbitraire et par commodité, c'est cette jeunesse à laquelle fait référence le Conseil qui sera au cœur de mon intervention. C'est la jeunesse du Sénégal, quelle que soit sa religion, son ethnie, son origine, ses orientations politiques, son niveau de formation, ses aspirations, son statut. Je parle de la jeunesse de mon pays, celle à laquelle j'ai appartenu et que je continue à servir. Celle qui est l'héritière d'une culture et d'une civilisation qui était équilibre et vertu, autocentrée et ouverte, qui n'était ni honteuse, ni arrogante, mais libre et solidaire. C'est cette jeunesse qui fait l'objet de ma réflexion. C'est cette jeunesse qui est au centre de mes préoccupations. Comme enseignant d'abord qui a choisi de former la jeunesse de mon pays au moment où le niveau de rémunération et les conditions de travail à l'université étaient particulièrement dissuasives. Comme militant et responsable étudiant, quand il était plus facile de faire carrière à l'ombre du pouvoir, comme ministre enfin de l'enseignement supérieur et de la recherche, grâce à la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et au soutien du Premier ministre, Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne. Les préoccupations de la jeunesse de mon pays ne me sont pas étrangères, celles de la jeunesse africaine ne me sont pas indifférentes. Je suis particulièrement heureux de vous livrer mes réflexions sur le thème proposé, jeunesse et responsabilité, de les partager avec vous dans un espace dédié au débat et à la libre expression des idées. C'est ça l'espace universitaire. De quelle responsabilité s'agit-il? Celle qui consiste à répondre de ses actes et comportements fautifs? Il s'agit alors d'une responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. Celle qui renvoie à l'obligation de faire aux effets politiques et sociaux des actes qu'on prend et qu'on fait prendre. C'est la responsabilité politique. Finalement, tout revient à répondre de ces actes, à faire face à ces comportements fautifs et préjudiciables, à être comptable des effets de ces agissements, de ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire, de ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Jeunesse et responsabilité. Si vous me demandez de parler de ce sujet, de réfléchir avec vous sur ce rapport ambigu et conflictuel entre jeunesse et responsabilité, c'est qu'il y a une crise de la responsabilité de la jeunesse. Une jeunesse en crise entraîne une crise de la responsabilité. Une crise de la responsabilité forte est tellement saisissante qu'on en arrive à se demander, nous autres adultes, ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait pour qu'il en soit ainsi. N'avons-nous pas été héritiers d'une civilisation et d'une culture que nous n'avons pas eu la générosité ou le talent de transmettre? Mais cela, c'est la responsabilité vieux, la nôtre, la mienne et tous ceux de ma classe d'âge qui ont exercé des responsabilités au sein de la famille, de la société et de l'État. Accepter cette responsabilité en ce qui nous concerne ne vous exonère pas de la vôtre, car elle veille, elle existe et elle est en crise. Incivisme, indiscipline, mépris et irrévérence à l'égard des aînés,
niveau de formation faible, violence, raccourci pour penser réussir, tyrannie, divinisation de l'argent. Ce ne sont pas mes mots, mais je les partage sans occulter la forte responsabilité des hommes politiques et la rupture de confiance qui lui est inhérente vis-à-vis de la jeunesse. C'est ce qui explique toutes les politiques publiques mises en œuvre en faveur de la jeunesse dans le cadre du plan Sénégal émergent, en ce qui concerne les besoins en ressources humaines de qualité. Il y a de cela un an, le 11 avril 2015, le président de la République, son Excellence Macky Sall, à l'occasion de la clôture de la Semaine nationale de la jeunesse, a invité les jeunes à s'approprier le plan Sénégal émergent, car avait-il soutenu, je cite, « Ce plan est le vôtre, parce que vous constituez la force vitale et l'espoir du Sénégal. » Fin de citation. C'est exact, c'est vrai. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le plus souvent chouchouté, sans qu'on détermine exactement les personnes auxquelles elle renvoie, la jeunesse est parfois affublée de tous les maux. Son état actuel est source de critiques. Sa vitalité est constitution d'un levier pour le développement. Sa force et sa conscience sont un atout pour le pays. Mais ses aspirations insatisfaites sont le terreau d'une instabilité dont nous avons été jusque-là épargnés. Vous comprenez alors l'importance de la responsabilité ou de la question de responsabilité appliquée à la jeunesse. Et tout au long de ces propos préliminaires, j'ai essayé de partager avec vous l'analyse qui vous a amené à me proposer ce débat. J'ai des convictions fortes à cet égard. Elles ne sont pas sans doute différentes des vôtres. S'il y a une crise de la responsabilité, c'est qu'il est absolument nécessaire de la restaurer et en même temps tout mettre en œuvre pour la valoriser. Et de façon spécifique, je vous entretiendrai des différentes idées qui sont à l'œuvre dans l'action du ministère de l'Enseignement supérieur en tant que ministre et en tant que pédagogue en charge de la formation de la jeunesse de ce pays, donc appelé aussi à conserver et à développer cette éthique de responsabilité. Une responsabilité à restaurer, une responsabilité à valoriser, une responsabilité à développer. C'est autour de ce triptyque que va tourner mon intervention sur le sujet jeunesse et responsabilité. Restaurer la responsabilité de la jeunesse. Je vois et j'entends certains esprits soutenir à juste titre ne pas comprendre qu'on reproche à la jeunesse un mal général à toute la société sénégalaise. Les accidents de la circulation, les actes d'incivisme, les comportements attentatoires à l'éthique et à l'intérêt public démontrent à suffisance que le mal est profond. Mais quand il affecte la jeunesse, il hypothèque le présent, rend l'avenir incertain et aléatoire tout projet. Ce sont les valeurs qui sont en cause. C'est l'héritage qui est en question, notre devenir, le projet commun de vie commune. Et cette responsabilité de la jeunesse, elle est fortement mise à l'épreuve par les crises. Et s'il faut la restaurer, il faut chercher à trouver un consensus sur le sens de la responsabilité à restaurer. Une responsabilité à l'épreuve des crises. On relève pour s'en plaindre le refus des jeunes d'assumer leurs responsabilités, de faire face aux conséquences de leurs actes, de toujours chercher des circonstances atténuantes, de causes exonératoires de responsabilité. On dit souvent d'ailleurs en wolof, xale rek, dit-on. La crise de la responsabilité
constitue un aspect de la crise générale qui secoue notre société. Elle est au centre du discours politique, journalistique et scientifique. Elle renvoie à une notion générique et polysémique. Il s'agit d'une polycrise qui retentit sur la posture des jeunes à l'égard des conséquences qu'elle génère. Il faut distinguer ces crises des évolutions de la société. Les crises dont il est question renvoient à des périodes plus ou moins courtes de déséquilibre au sein d'une société confrontée à des événements imprévisibles et importants, mais insolubles avec les ressources habituelles. Crise économique, crise financière, crise de l'automobile, crise sanitaire, crise sécuritaire. Ce sont des crises factuelles, polycrises, dont il faut déterminer la nature pour pouvoir mieux apprécier la faiblesse des défenses immunitaires. C'est volontiers que j'utiliserai ce mot, puisque étant accueilli par un professeur de médecine. La nature des crises affecte la jeunesse. Il n'est pas contestable que les crises auxquelles la société doit faire face sont nombreuses. Mais ce qui caractérise ces crises, c'est le retentissement sur la jeunesse de notre pays. Elles sont de plusieurs ordres ou natures. Quelques-unes de ces crises me paraissent essentielles et déterminantes dans le comportement et exigent de la jeunesse de ce pays une responsabilité particulière. La crise sécuritaire. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. L'insécurité ne fait pas de bien, ne cause jamais le bien. Aucune logique ne justifie qu'on fasse du mal, un mal absolu pour le bien. Nous sommes aujourd'hui dans une période difficile où des fous pensent en se tuant et tuant d'autres faire du bien. C'est évidemment une absurdité. La question de l'éducation. Je commence par citer Platon. Et cette citation, vous la connaissez. Je cite. « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes gens méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien, ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. » Fin de citation. Je laisse à chacun d'entre vous le soin de réfléchir à la conformité de ces propos avec la réalité nationale. Mais il me semble qu'il s'agit là d'un discours prémonitoire. La perte des valeurs et la divinisation de l'argent. Je suis convaincu qu'il n'y a pas plus médiocre ambition que de n'avoir pour projet de vie que de s'enrichir. Sans doute je rame à contre-courant. Alors, tous les raccourcis sont utilisés pour y parvenir. Tous les raccourcis, ceux que l'éthique et la morale condamnent, ceux qui sont réprouvés par nos pères et mères, ceux qui causent un dommage irréparable à notre société, ceux qui, comme disait un de mes amis, ont pour effet de corrompre la démocratie et de démocratiser la corruption. Qui connaît les grands hommes de ce pays? Qui les connaît vraiment? Qu'ont-ils fait? Monsieur le recteur, je suis heureux que l'université Alioune Diop soit parvenue à maintenir cet équilibre entre les différents intérêts en conflit dans une université. Car dans la vie, tout est équilibre, ni trop peu. C'est l'équilibre qui permet de marcher, de progresser, de courir, de se développer. Et vous êtes parvenus à ce niveau d'équilibre qui permet le développement. Mes félicitations à vous, aux enseignants-chercheurs, aux étudiantes et étudiants,
au personnel administratif, technique et services et à tous vos partenaires pour ce qui a été réussi et ce qui est envisagé. L'État vous soutient dans vos projets et j'en profite aussi pour féliciter la chorale et surtout dire longue vie à cet hymne qui est magnifique. Une jeunesse marginalisée par son propre fait, mauvaise éducation, ambition. La jeunesse sénégalaise est marginalisée. Socrate ne disait-il pas à l'occasion de son procès, je cite, « Quelle impression mes accusateurs ont faite sur moi, Athénien, je l'ignore. Pour moi, en les écoutant, j'ai presque oublié qui je suis, tant leur discours était persuasif. Et cependant, je puis l'assurer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai. » Fin de citation. Alors il nous faut avoir une pensée autonome, une réflexion autonome, et c'est cette autonomie est consubstantielle, je dirais, était consubstantielle à la jeunesse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous vous dites sans doute, et j'ai posé la question à l'entame de mes développements, pourquoi reprocher à la jeunesse sénégalaise un mal commun à tous les jeunes? Non, il n'est pas commun à tous les jeunes. Il est nôtre. Peut-être avec d'autres, mais il est nôtre. Qui n'en souffre pas ici? Alors ces questions deviennent politiques. Et pour reprendre Pierre Birbaume, un professeur français de sociologie politique, je cite, « Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. » Fin de citation. Et ces problèmes, il faut y faire face. Faire face et ne pas abdiquer. Et monsieur le recteur, je vous emprunterai le vocabulaire de votre profession. Faire face, c'est faire réagir ces défenses immunitaires. Mais pour que la réaction soit efficace, il ne faut pas que celle-ci soit faible, ou je dirais durablement faible. Monsieur le recteur, la crise est aussi et surtout une notion de science médicale. Elle est appliquée à tout un ensemble de situations similaires ou connexes, et la jeunesse face aux crises. Le constat ne peut pas être partagé. Les défenses immunitaires sont faibles, il peut être contesté. Mais il serait inquiétant s'il s'avérait que cette faiblesse est durable et irréversible. Sur ce second volet, nous allons revenir. Notre jeunesse n'est pas armée pour faire face aux crises. Les pays qui ont su résister à ces secousses telluriques ont pu faire face en s'adossant à leur culture, à leur vécu et aux acquis de leur civilisation. Je vous demanderai de faire un peu de lecture en voyant par exemple l'expérience du Rwanda, l'expérience de la Corée et d'autres pays comme la Chine par exemple. Il s'agit donc d'une polycrise qui entraîne une grande et profonde crise, la crise de confiance. Et c'est très psychologique, mais ce n'est pas que psychologique, c'est aussi factuel. Mais alors que faut-il faire? Vous l'avez sans doute compris, la réponse à cette question me permet de préciser le sens de la responsabilité à restaurer. Quelle responsabilité pour la jeunesse sénégalaise? Il s'agit d'une responsabilité individuelle et d'une responsabilité collective. Il s'agit aussi d'une responsabilité fondée sur notre culture et le commun dénominateur de nos cultures. Il s'agit également et surtout d'une responsabilité fondée et qui vient en soutien à nos objectifs de développement. La société sénégalaise se trouve entre le global et le local, entre l'international et le national. Mais le sentiment national existe, c'est une réalité. Il est fondé sur une histoire, un vouloir vivre commun,
une appartenance à une entité homogène, structurée par un héritage culturel fort qui est un ciment, le ciment de la nation. Bambey, qui est au cœur du Baol, est aussi au cœur de ce pays. Cette unité nationale s'est construite autour du bassin arachidier, avec les brassages des populations Peul, Wolof, Serer, Soninké et des populations des autres pays africains grâce au chemin de fer, à la navigation sur les fleuves, mais aussi au brassage des populations installées le long de la côte entre Saint-Louis et Kafountine. Ce brassage a créé une culture, un environnement, une idée de la vie, une perception des responsabilités. L'Europe a pris le temps de construire et de consigner ses bonnes et mauvaises manières. Aristote a écrit les différentes formes de vertu nécessaires au vivre ensemble dans son ouvrage Éthique et Nicomaque. D'autres ouvrages ont suivi. Chez nous, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké consacre beaucoup de réflexions à la jeunesse. Je cite quelques-uns de ses poèmes, extraits de Tazawut al-Sighar. Ô enfants, ne vous laissez pas se distraire et chercher la guidance. Préoccupez-vous d'apprendre les sciences et mémorisez le Coran et récitez-le. Évitez les assemblées de la perdition. Fin de citation. Je cite encore. Ne laissez pas l'enseignement jusqu'à atteindre un âge avancé, car vous serez frustrés. La mort ne s'annonce pas et elle peut surprendre à tout moment. Celui qui n'apprend pas pendant sa jeunesse et suit ses passions ne risque pas d'obtenir ce privilège qu'il a négligé quand il était à sa portée. Fin de citation. J'aurais pu citer la Bible, où on peut dénombrer plus de 40 psaumes qui sont adressés aux jeunes. Le Coran nous donne en exemple Ibrahim pour sa lutte contre l'idolâtrie, Ismaël pour l'obéissance à Dieu et à son père, Youssouf dans ses rapports avec les femmes, Younous, Yahya, etc. C'est cet environnement culturel qui est le nôtre, fait de tradition, de religion et d'un héritage culturel qui fait de la société une société équilibrée, où la jeunesse joue un rôle essentiel à côté des aînés et des plus jeunes. Une responsabilité collective et individuelle dans une société autocentrée sur l'individu, son salut, son bonheur et sa reconnaissance dans le groupe. Un jeune irresponsable était le signe de l'échec éducatif de ses parents. Ndamo sa doom moo gën sa doom di la ndamo, disent les Wolofs. Mieux s'enorgueillir de son fils que de s'enorgueillir de son père. Car cela signifiera qu'on a échoué à transmettre les valeurs. On a échoué à transmettre un héritage dont on a été héritier. On a créé un orphelin culturel et social. Vous voyez, la jeunesse n'est pas seule responsable. C'est la responsabilité sociale. Elle est solidaire, comme disent les juristes, indéfinie. Vous voyez donc toutes ces valeurs que nous peinons à conserver et à transmettre. Les jeunes nous font et nous feront le reproche de ne pas avoir su ou pu les préserver en les prémunissant de tous ces dangers auxquels ils sont exposés. L'éducation n'est pas seulement l'instruction, c'est aussi des valeurs à transmettre, mais ces valeurs ne doivent contrarier les objectifs de développement. Le Sénégal a dégagé des objectifs dont le plus substantif et substantiel se trouve dans le document Plan Sénégal émergent. Je ne fais pas de la politique en vous parlant de ce projet. Politique entendu, politique politicienne. C'est un consensus sur les objectifs à atteindre, avec des indicateurs, avec un rôle éminent pour la jeunesse. Ce rôle, il faut l'assumer, l'exiger et demander à en être investi. Nous ne sommes pas éternels, ni sur terre, ni au pouvoir,
ni dans nos positions politiques. Quelle est la perspective de la jeunesse dans nos objectifs de développement? Les projets inscrits dans le plan Sénégal émergent, quand l'État met en place le cadre institutionnel d'emploi des ressources et des compétences qu'impose l'atteinte des objectifs de développement. À cet égard, il y a ce qu'il faut faire et il y a ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, penser le bien en toutes circonstances et essayer de s'y tenir. Donc, faire le bien. C'est tout ce qu'on peut relater avec fierté et sans aucune honte. Tout ce dont on peut rendre sans que cela soit infamant pour soi-même et pour sa famille. Tout ce qui n'est pas condamné par l'éthique et la morale commune. Vous voyez, le champ du bien est vaste. Chacun d'entre nous peut y trouver une parcelle. Baïti Sawar. Le développement, ce sont les jeunes qui le portent. Pour vous, étudiantes et étudiants, c'est le travail. Toujours le travail. Encore le travail. Quelques-uns des poèmes du Cheikh. Je veux parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Je cite: « Ne délaissez pas l'enseignement jusqu'à atteindre un âge avancé, car vous serez frustrés. La mort ne s'annonce pas et elle peut surprendre à tout moment. Celui qui n'apprend pas pendant sa jeunesse et suit ses passions ne risque pas d'obtenir ce privilège qu'il a négligé quand il était à sa portée. » Fin de citation. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le plus simple est de dire le contraire de ce que je viens de vous dire. Plus sérieusement, ne pas abdiquer devant les difficultés. Finalement, la responsabilité pour une jeunesse, c'est faire face, ne jamais abdiquer, commettre des erreurs et en assumer les conséquences. Les Arabes d'ailleurs disent « Sabiyan, sabiyan, walau kana nabiyan ». Un jeune est un jeune, dût-il être un prophète. Et vous n'êtes pas des prophètes. Et vous avez des attentes légitimes. Elles doivent être satisfaites. Pas au paradis, sur terre. Parmi ces attentes, la valorisation de la responsabilité. Il faut que la responsabilité soit valorisée, qu'elle ait une valeur, qu'elle permette de distinguer celui ou celle qui en fait preuve de celui ou celle qui n'en tient pas compte. Il faut qu'un comportement qui profite à la communauté soit magnifié, qu'un comportement qui lui est préjudiciable soit découragé. C'est le sens de la valorisation de la responsabilité chez les jeunes. Cela passe par l'instauration de la culture de la récompense du mérite. Mais aussi, c'est l'autre versant, la sanction des comportements préjudiciables à la communauté. Ce que les grands auteurs et les grands hommes préconisent, la valorisation du mérite et sa récompense. Koudef lourei, am lourei. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'exploit, juste au niveau des personnes raisonnables, placées dans les conditions raisonnables de performance. Monsieur le recteur, vous l'avez fait récemment par l'organisation d'une cérémonie de remise de diplôme à laquelle je n'ai pas pu participer. Je m'en excuse. C'est un des aspects du culte de l'excellence dans des domaines du développement du pays par la récompense des plus méritants. La culte de l'excellence a été pendant longtemps mon credo en tant que recteur. J'y reviendrai pas puisque Mamoudou Sarr m'a fait l'économie de citer les réalisations et ces réalisations étaient essentiellement soutenues par cela. Et je le remercie et je vous remercie. Ce sont l'ensemble de ces actions prises en charge par le gouvernement de la République du Sénégal sous la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et dans le cadre de la politique mise en œuvre par M. le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, ce sont donc ces actions qui ont été amplifiées et enrichies au niveau national. Pour ne parler que de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le Sénégal est heureux
nous avons eu 2 centres d'excellence sur les 3 que nous avions présentés. Le centre d'excellence SAMEF, santé de la mère, de l'enfant et de la famille, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le centre d'excellence mythique, mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication à l'UGB. Chacun de ces centres a reçu 4 milliards pour 4 années pour pouvoir fonctionner. Et nous avons aussi beaucoup d'autres très bons résultats. Au CAMES, Alioune Diop a eu de très bons résultats. Nous avons aussi, pour encourager l'excellence, depuis 2 ans, sur instruction du président de la République, M. Macky Sall, mis en place les bourses d'excellence. Quand vous avez le bac avec mention bien et très bien, vous avez une bourse d'excellence de 60 000 francs par mois. Si vous avez la mention assez bien, il n'y a plus d'intervention. Vous avez automatiquement la bourse entière de 36 000. C'est ça aussi l'excellence et le mérite. C'est aussi l'égalité des chances. Faire en sorte que le fils du ministre, le fils du premier ministre, le fils de l'honorable député et le fils du paysan qui est à Fongolimbi aient les mêmes chances et que ce soit seulement leur résultat au bac qui soit juge du choix de leur filière ou de leur établissement. Et c'est ce que Campusen a permis de réaliser. C'est aussi l'égalité sur les procédures, je l'ai dit, de distribution des bourses. Et nous pouvons continuer ainsi. Le président Macky Sall a offert au CAMES 500 millions et le CAMES a décidé d'en faire un prix d'excellence pour les meilleurs chercheurs africains des pays membres du CAMES. Et d'ailleurs, dès lundi, le Sénégal va abriter le Conseil des ministres du CAMES, ce qui est une reconnaissance du rôle et la place de leadership que joue le Sénégal dans l'enseignement supérieur. Le culte de l'excellence, se donner en exemple à la jeunesse de notre pays, des jeunes qui ont été exceptionnels dans leur domaine, qu'il s'agisse des sciences, qu'il s'agisse du combat politique, de l'engagement citoyen, la lutte contre la colonisation. Mais d'ailleurs, sans avancer loin, on peut citer un bon jeune. Parce que le Sénégal, quand même, a la chance d'avoir le premier président africain né après les indépendances. Et ce qui est aussi excellent, c'est qu'il est un pur produit de l'université sénégalaise. Ça aussi, c'est une fierté. Je pense qu'il faut nous applaudir, nous tous. Oui, l'exemple des femmes aussi. Ah oui, on ne peut pas parler d'excellence, on ne peut pas parler de responsabilité sans parler des femmes. Et là aussi, je félicite l'université Alioune Diop de Bambey et particulièrement les étudiantes et étudiants. Vous êtes la seule université à avoir choisi une femme, une fille pour diriger la commission des délégués. Félicitations à vous, vous êtes en avance. C'est donc l'occasion. C'est à l'occasion de la cérémonie de distribution donc des diplômes. Vous aviez pris comme marraine Fatou Sow Sarr, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et de respect, et qui fut aussi ma conseillère amicale dans la mise en place du projet d'appui à la promotion des enseignantes-chercheurs. Vous savez, les jeunes et les femmes sont les piliers du développement. Quand il s'agit de jeunes femmes, vous comprenez toute l'importance que l'État leur accorde. Elles sont méritantes, au même titre que les autres jeunes, et même davantage, elles doivent être récompensées. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'excellence est un voyageur, un nomade. Il s'installe aux endroits qui lui offrent les meilleures conditions. Il lui arrive de déménager. Quand il le fait, il fait place au diable. L'excellence, à l'évidence, a aménagé à Bambey avec sa communauté. L'excellence, à l'évidence, a aménagé à Bambey avec sa communauté universitaire consciente et responsable. Il y a aussi domicile avec des résidences un peu partout au Sénégal. C'est ce qui explique l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur
aux enseignants comme aux étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, monsieur le recteur, et à votre politique. Chères étudiantes, nous vous avons soutenu à votre demande pour que vous puissiez appuyer l'organisation des journées scientifiques et encourager l'animation scientifique et culturelle de l'université, mais aussi pour manifester la satisfaction du ministère concernant le comportement responsable et exemplaire des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Et vous êtes le nouveau type d'étudiant qui privilégie les études et le dialogue pour l'excellence au travail et aux résultats pédagogiques. Les chantiers, nous les suivons. Moi-même, je les suis personnellement. C'est pourquoi je suis très fréquent à Bambey. Parfois même, je passe sans que vous le sachiez. Il m'est arrivé de passer devant Bambey et c'est comme cela que j'ai eu à connaître une de vos camarades. La voilà là-bas. Parce que je suis passé, je les ai trouvés devant la porte de l'université en train de faire de l'autostop. Et je les ai pris, elle était très surprise d'être prise par le ministre dans sa voiture. Donc je passe régulièrement et soyez assurés que nous nous battons pour que ces anciens projets qui nous ont été légués, que nous puissions les terminer. On en a terminé déjà 2 au niveau pédagogique, 2 au niveau du campus social et nous allons, Madame la présidente, réaliser aussi beaucoup d'autres infrastructures. Nous en parlerons tout à l'heure. Pour l'UFR-SDD, je leur ai dit cela, nous, ministère de l'Enseignement supérieur, Université Alioune Diop de Bambey, le ministère de la Santé, le ministère de la Fonction publique, nous sommes d'accord pour qu'ils aient un statut et un corps et que le texte est en cours d'élaboration. Il fera le circuit nécessaire, c'est ça l'État. Et quand il sera terminé, évidemment, ils auront leur corps. Mais en attendant, ils doivent déjà constater l'effort de l'État puisque l'année dernière, le ministère de la Santé a recruté un certain nombre d'entre eux. C'est un signal fort pour eux. Nous sommes avec eux, nous tous, y compris tout le gouvernement, mais un texte a une vie et une procédure. Pour le SAES, qui nous avait demandé de soutenir le restaurant, Madame la directrice de l'administration générale et de l'équipement m'a assuré que sûrement avant la fin de la semaine prochaine, ils recevront la subvention pour leur permettre d'équiper leur restaurant. Vous les méritez et vous nous y encouragez. Je ne sais pas si ce qui est fait est une récompense, mais le mérite est réel. C'est un exemple de jeunes engagés pour la quête du savoir. La question de la récompense du mérite fait partie du culte de l'excellence. La récompense de l'effort encourage celui qui l'a fourni. La valorisation du résultat atteint est bénéfique, à la fois pour celui qui se consacre à une activité, la communauté à laquelle il appartient et au domaine où il intervient. Vous comprendrez à présent l'importance, par exemple, des brevets. C'est ça qui a enrichi beaucoup de pays. Ces titres ont fait de leurs titulaires des hommes riches, de leur pays des nations prospères et de leurs familles des dynasties qui comptent dans l'économie mondiale. Et c'est pourquoi d'ailleurs la première décision du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur prise par le président de la République, M. Macky Sall, est la réorientation de notre système d'enseignement vers les sciences, la technologie et les formations professionnelles courtes. Mais beaucoup de ces brevets, beaucoup de ces résultats sont obtenus par des jeunes. Et l'exemple patent, ce sont les mathématiques. Vous savez, en mathématiques, pour des raisons que peut-être Pape Ibrahim vous dira plus tard, nous n'avons pas de prix Nobel. Parce que Nobel ne voulait pas que son argent aille aux mathématiciens. Vous voyez? Et donc les mathématiciens, évidemment, ils se sont réunis et ils ont décidé de créer un prix qui est l'équivalent du prix Nobel. Ça s'appelle la médaille Fields. Mais contrairement au prix Nobel, on ne peut avoir la médaille Fields que si on a fait un gros résultat avant l'âge de 40 ans.
Et c'est vrai, l'essentiel des mathématiciens, leurs plus gros résultats, ils les obtiennent avant l'âge de 40 ans. Et un exemple que je vous encouragerai à lire, parce que si vous allez sur le net, sans doute, vous verrez son histoire, c'est l'histoire de Évariste Galois, un des plus brillants jeunes cerveaux que le monde ait connu, qui résolut des équations les plus difficiles avant même l'âge de 20 ans et qui mourut tout juste après dans un malheureux duel à cause d'un problème sentimental. Mais les mathématiciens aussi sont comme ça. Alors c'est la jeunesse qui est le moteur du développement. Elle doit être placée dans les meilleures conditions de performance par la formation, l'éducation, les conditions de travail, l'environnement social. Mais une fois ceci fait, il faut travailler à vaincre l'inertie et les facteurs de blocage. Parfois, ce sont des actes d'une exceptionnelle gravité, d'une gravité moyenne souvent, juste des incivilités le plus souvent. Il faut les sanctionner quand ils sont préjudiciables à la communauté. Les juristes, je les répète souvent parce que j'ai beaucoup d'amis juristes, font la distinction entre les délits contre les particuliers et les délits contre la chose publique, l'État ou la société. Dans notre construction culturelle, une telle distinction n'est pas pertinente. Tout ce qui touche à l'individu touche toute la société. L'individu n'existe qu'au sein de la société. Il suffit juste d'aller au tribunal pour se rendre compte qu'en dépit de la gravité des faits reprochés à une personne, toute sa famille fait bloc autour d'elle. C'est la même chose à l'hôpital, à la prison. Et sur la base de ce principe qu'ont été mis en place aussi les tontines et les mutuelles, particulièrement au niveau des femmes. Une solidarité forte entre les membres de la société et les générations. L'urbanisation a sans doute déstructuré quelques réglages institutionnels en créant des zones ou des espaces d'impunité. Il est important, dans le cadre de la valorisation de la responsabilité des jeunes, d'imposer et généraliser la réparation du préjudice causé à la communauté. La question de l'impunité ne pose pas en réalité une question de crise du droit ou de confiance au droit. Le Sénégalais est au droit ce qu'il est au football. Nous tous, nous sommes des entraîneurs de football. En réalité, ce qui me vient à l'esprit, ce sont toutes les formes d'incivilité qui découlent de l'ignorance ou de la méconnaissance de certaines obligations. Sans doute les jeunes veulent-ils bien faire, peuvent, mais le peuvent-ils? Savent-ils comment faire? Du ñàkk yar xamadi la. Et cela n'a rien de péjoratif. L'islam n'exhorte-t-il pas à chercher les connaissances préalables à l'adoration de Dieu? En toute chose et avant toute chose, il est essentiel d'avoir les connaissances indispensables à l'action. Il est vrai qu'il est moralement plus concevable d'accepter les écarts d'un ignorant que ceux d'un savant. Mieux vaut avoir un ennemi intelligent, instruit et savant qu'un allié ignorant. Pour parler de la culture de l'impunité, je serai obligé de parler de la culture du masla. Je ne parle pas du masla qui renvoie à cette capacité à être en équilibre avec la société, à vivre avec ses membres, à les traiter chacun avec égard et respect. Je ne parle pas non plus de cette capacité à résoudre les conflits sans créer de frustration. Je ne parle pas de masla qui n'a rien à voir avec l'impunité, car nit dinga masla ak mom bi duma ko. Je ne parle pas du mauvais masla, du masla de compromis et de renoncement, du masla qui récompense la paresse, la tricherie, la ruse et consacre du coup l'impunité, la célèbre et la promeut. Quand vous
diw de moom ak bare masla. C'est bien, c'est le rôle du manager. Mais ce masla est en train de disparaître. Pour l'autre, plus pernicieux, plus dangereux et plus corrosif pour les valeurs. Il renvoie à ce mauvais masla la malhonnêteté, la traîtrise, le manque de courage, le refus de faire face à l'adversité, la ruse, les petits calculs, ne pas dénoncer un délit ou un crime, refuser de témoigner, ne pas trancher, mentir par action, mais souvent dans ce cas par omission. Ce masla favorise l'impunité. Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy disait Boul masla beñu masale la. Les positions et les principes, on les défend sans aucune honte, mais sans arrogance. Seul l'intérêt général, celui du pays, celui du Sénégal, autorise certains compromis, voire certaines compromissions. L'UADB l'a compris. Il y a de l'espoir. Lu jiw ba jeexul jógewu fa. Ce n'est pas un appel au retour aux origines. Ce ne serait pas raisonnable, car ce n'est pas possible, ni envisageable. Mais nous avons intérêt à nous réapproprier ces valeurs auxquelles nous sommes en train de tourner le dos. Il nous faut restaurer cette responsabilité qui nous impose la réparation du préjudice dont nous sommes responsables. Grotius avait écrit, je cite, « Dans toute punition, on a égard à deux choses, à la raison pourquoi on punit et au but qu'on se propose en punissant. » Fin de citation. Les finalités de la sanction relèvent de l'espoir. Espoir d'un changement chez l'auteur de l'acte. Espoir de dissuasion chez les autres. De réinsertion, d'exemple, de modèle ou d'anti-modèle. Je ne parle pas de droit. La séparation des pouvoirs m'astreint à cette abstention. Je parle surtout de l'ineffectivité générale des réponses sociales aux comportements asociaux. Tout se termine par la conciliation, les arrangements et les renoncements. L'incivisme sur les routes, les casses à l'occasion des manifestations, les lampadaires vandalisés, les balises de protection sur les routes enlevées, les gobelets de café jetés un peu partout, les déchets et la saleté. Ce n'est pas seulement l'État qui est responsable. Nous gagnerions à nous inspirer des pays européens dans nos rapports. L'islam nous invite à un comportement similaire ou identique. J'ai entendu un grand érudit musulman dire que, en ce qui concerne exclusivement les rapports sociaux, ce sont les Européens qui font ce que l'islam prescrit. Mes séjours en Asie m'amènent à dire que ce sont les Asiatiques qui font vraiment ce que l'islam prescrit. Ceux d'entre nous qui ont étudié le Lakhdari savent ce qu'il en est. Étudiantes, étudiants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais j'ai, sur cette question de la responsabilité, le sentiment qu'il y a des leviers culturels qui doivent être restaurés. Personne ne s'occupe du bien public. Fi mbeddu buur la, fi ñëpp ko bokk, fi bàyyu kenn moomu ko. En fait, on se désintéresse du bien commun en pensant qu'il peut y avoir un salut individuel dans le désastre collectif. Il faut revaloriser la responsabilité par le culte de l'excellence et la récompense du mérite. Il faut aussi savoir sanctionner sans haine et sans méchanceté, avec beaucoup de générosité. Cela, c'est le bien public
la chose publique. Dans nos rapports individuels, tout nous pousse à la tolérance, au pardon, parce que dëkku tooñ fayu moo koy tas ñu moytu fayanti. C'est aussi de cette façon que nous pouvons développer notre pays. Et ce développement passe par le développement de la responsabilité de la jeunesse. Ce pays est nôtre. Personne ne va le développer à notre place. Ceux qui prétendent le faire à notre place le font contre nous. D'ailleurs, un des poèmes qui a été lu tout à l'heure l'a dit à satiété. Pour le comprendre, il nous faut savoir ce que les autres savent, faire mieux que ce qu'ils font chez eux, le faire plus. Ces propos ne sont pas déplacés sur les terres du mouridisme. Travailler et être discipliné, non, ce n'est pas courber l'échine. Ce n'est pas accepter l'inacceptable. C'est faire face à ses responsabilités sans aucune arrogance, avec respect et humilité, en donnant leur place aux plus âgés. Ils ont vécu, beaucoup vu, entendu et beaucoup entendu, fait et beaucoup fait. Ils sont héritiers d'une culture et d'une civilisation. En n'allant pas vers eux, vous vous rendez orphelin de ce qu'ils ont en mesure de vous transmettre. En allant vers eux, vous maintenez l'équilibre. Une culture séculaire fortement imprégnée et rajeunie par l'impatience et le besoin d'innover d'une jeunesse porteuse d'espoir pour le pays et pour l'Afrique. Je citerai encore Samuel Ullman. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière longtemps avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande, comme l'enfant, jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant, insatiable, et après. Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que celui que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est grand et bon. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour, votre cœur devait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Mais en attendant, en guise de conclusion et de remerciement, je vous dédie ce poème. Je l'ai intitulé « Souvenir intellectuel ». Au revoir, mon manguier aux trois branches qui m'accueillaient au creux de ses racines, le cahier et le livre bien tenus dans des mains frêles. Je lis, je rêve et mon espoir s'empare de 1000 torches. J'ai lu des livres d'enfants adultes. Connaissez-vous l'enfant, le bachelier et l'insurgé de ce Jules Vallès qui vous pousse dans le précipice de la révolte? J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant enfance et adolescence
de l'éternel Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive assagit que j'eus une autre enfance dans des mains chaudes du talibé privilégié, cette enfance de Maxime Gorky. N'eût été Camaralaï qui me ramena au monde féerique des vacances passées entre Paul Dios et Diama, à courir, à arracher après la pluie des gartiers, ces racines gorgées de sève que nous sucions à l'image des singes que nous ne manquions pas de déranger. J'aurais dressé des barricades de bois mort. J'ai pour passer mon précieux temps construit cette cité des merveilles, de temps en temps tumultueuse. J'ai un double imaginaire, Dostoïevski. Celui-là, je n'arrive pas à le saisir, impossible de le décrire. Je l'imagine fou, solitaire, comme comment à la fois écrire l'idiot, crime et châtiment et souvenir de la maison des morts. Il me rendit triste et pourtant ces livres, j'ai toujours adoré les lire et il me força à une introspection à laquelle j'eus la chance de survivre. Il y a des ombres qui iront dans mon paradis. J'y convierai Gustave Flaubert et son éducation sentimentale et Madame Bovary qui accompagne si bien l'adolescent. Je ne veux pas entendre les purs qui le traiteraient de pécheur. Mon tribunal ne retient que la plus-value de l'esprit. Les bannis aussi participeront au festin littéraire de mon paradis. Ils sont libertins et révoltés. Y a-t-il du mal à être passionné de Baudelaire, de cet Arthur Rimbaud et de cet enflammé et imposant Maïkovski, que j'ai envie de l'écouter déclamer ces vers métalliques forgés à l'acier de Toula, ces vers complexes de mots coupés au couteau de Tabaski dans le dictionnaire libre service de la vie réelle. Ce siècle n'est plus celui des rêveries du promeneur solitaire. Un Jean-Jacques Rousseau y aurait un androïde, pianotant des doigts des deux mains, mon poète, Léopold Sédar Senghor. Survivrait-il à ce tsunami dans la civilisation de l'universel? Elle est bien plus enthousiasmante que cette globalisation qui écrase la pensée, tue des vies fragiles, offre des plus-values aux possédants et veut nous confiner à l'atteinte des OMD et à la ritournelle de la lutte contre la pauvreté. Je veux voir David Diop, flamboyant de sa poésie, à vous casser le tympan, obligé que nous sommes enfin de nous lever pour gagner notre dignité. Plus les invectives et les mots faciles des ignorants, mais le dur travail patiemment, rigoureusement et courageusement accompli. Et nous marcherons à côté de Cheikh Anta Diop, la tête haute, le pas ferme. Je sais qu'il n'y a de limite que celle que nous fixe notre ignorance et un manque d'ambition cultivée et chaque jour répété par ces troubadours du surplace. J'aimerais voir John Steinbeck. Vous pensez aux raisons de la colère, mais moi, je pense tragiquement à Léni, des souris et des hommes. J'ai besoin du cubain Alejandro Carpentier, de Ndep, de Gabriel García Márquez, l'auteur de 100 ans de solitude. Et que ferais-je avec Borges? Rien d'autre que chaque jour, je dois renouveler mon désir insatiable d'apprendre, de me cultiver pour être moins ignorant et plus entreprenant. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre.